Les gars, de retour sur Eteria Restart. J'ai fait juste le prologue et la première partie. J'avais record le tout début. Vous n'hésitez pas à partir sur la section en direct du channel pour retrouver les premiers pas que j'ai fait. Dans la bannière sélective, j'ai choisi Elkid en fonction, par rapport à son kit qui était vraiment broken et comme dit précédemment, c'était sur lui que j'étais parti dans le compte que j'avais fait à l'alpha, sur lequel tout le monde pouvait tester le jeu. N'hésitez pas à la regarder sur certains personnages, j'avais fait pas mal de commentaires. Ou en fait ça va pas être nécessaire parce que le but de cette vidéo, justement, c'est de faire une review de tous les personnages qu'il y a dans la box. Freya, personnage limité. Moi je pars du principe que le jeu a la sortie le 5 juillet, le 5 juin. C'est-à-dire très bientôt les gars, c'est dans même pas un mois, dans un peu plus que 3 semaines. C'est vraiment très très bientôt. Prenez vraiment le maximum d'informations et préparez-vous votre roadmap, votre stratégie, comment vous allez commencer le jeu. Alors, Freya, c'est un personnage support qui va vous permettre de ne pas jouer avec de healers. Ici sur son kit. Alors prêtez l'oreille car c'est le murmure d'entrée dans les rêves. Freya inflige 2 instances de 130% de dégâts, 260 au total, à un seul ennemi, avec une probabilité de 60% lors du premier coup d'accorder à un allié aléatoire le somnolence, on va dire la somnolence, pendant 2 tours, et une probabilité de 30% lors du deuxième coup d'appliquer un cauchemar pendant 2 tours. Le cauchemar fait en sorte que l'ennemi va subir 15% de dégâts en plus, et vous allez sustain, lifesteal, vol-vie, 15% des dégâts que vous allez lui infliger. Le buff de somnolence, le tissage de rêve, lorsque le porteur est appliqué par un debuff, consomme un cumul pour le purifier. Et on peut avoir jusqu'à 3 stacks de somnolence. C'est-à-dire que dès qu'on va recevoir des debuffs, ça va nous les cleanse. Elle va pouvoir purifier indirectement et heal indirectement grâce à ses compétences, grâce à son buff somnolence et son debuff de cauchemar. Alors, son deuxième sort augmente la défense de 60% de tous les alliés. Troisième compétence, augmente l'attaque de tous les alliés. Pas seulement, c'est des dégâts en AOE qui sont vraiment colossaux. Dors maintenant et glisse dans les profondeurs où tout ce que vous désirez vous appelle. Freya applique d'abord attaque plus ou attaque augmentée, attaque supérieure de 40% sur tous les alliés pendant 2 tours, puis inflige 4 séquences de dégâts chacune de 65%, ça nous fait du 280 à tous les ennemis. Chaque séquence a 30% de chance d'appliquer le debuff cauchemar qui fait qu'on va subir, qu'on va infliger 15% de dégâts en plus et vol-vie 15% des dégâts infligés. Ça veut dire que elle déjà, si elle inflige le debuff cauchemar lors de la première instance de l'attaque, sur les 3 autres, elle va infliger 15% de dégâts en plus. Et elle va pouvoir régénérer derrière. C'est un personnage que je trouve son kit très tanky. C'est un support que j'ai l'impression que c'est un bruiser en fait. J'ai pas l'impression vraiment que c'est un support. Elle heal pas directement, elle ne dispelle pas directement, mais elle le fait de manière passive. Et elle augmente la défense et l'attaque. Elle a tout ce qu'il faut. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est un personnage limité. Elle ira dans toutes les formations, dans n'importe quel contenu. Personnage limité numéro 2, ça va être Masaya. Mais je ne sais pas si le personnage il est limité ou si c'est la bannière Rate Up qui va être limitée. On regarde ici. Dans la bannière régulière. Non, plutôt celle-ci. Probabilité. Ici, on peut voir qu'on a Masaya qui est dans cette bannière. Freya ne l'est pas. Freya, je pense, va être un personnage limité au sens propre du terme. Doki Doki. Nous ne l'avons pas à disposition. Aucun moyen de la récupérer, mis à part dans la bannière régulière. Pareil pour Ombre, Flétrie, Sanya et Lily. Pour Masaya et Heinrich, nous avons la dernière bannière qu'ils les mettent en valeur, en rate up. Ah non, pas seulement.
c'est tous ces personnages-là qui sont en rate-up. Et exclusivement eux. C'est juste les ML, on va dire. Magnifique. Sur le compte de l'alpha, j'avais eu la chance de drop Heinrich. Si vous remontez mes vidéos bien plus loin dans le temps, vous trouverez du gameplay avec Heinrich dessus. Pas simplement Heinrich, j'avais aussi eu ce personnage-là qui est vraiment, vraiment très puissant, Kloss. Kloss, elle est vraiment broken. De toute façon, on va en traiter. On va traiter le kit de chacun des personnages tout de suite, dans cette vidéo. Alors, Masaya, qu'est-ce que tu fais? Brandit sa grande épée et tranche 2 fois la cible en croix. Inflige 2 instances, 260% de dégâts à une cible unique, avec 25% de chance d'appliquer vulnérabilité qui va augmenter les dégâts subis de 30%. Ce n'est pas le même debuff que Freya. Ça veut dire que normalement il devrait se cumuler. Celui de Freya va donner le 15% de dégâts subis en plus et celui de vulnérabilité va donner en plus 30%. J'espère que ça va fonctionner de cette manière-là, vu que les debuffs ne sont pas les mêmes. Après, il y a la possibilité où le plus gros ratio du même debuff est pris en compte. Le plus faible pourcentage ne sera pas pris en compte, du coup peut-être on aura simplement le 30% de dégâts. Il faudra faire des tests pour ça. Ensuite, jugement. Lorsque Masaya vainc un ennemi, il gagne l'invincibilité pendant un tour. S'il possède déjà l'invincibilité, il va la prolonger. Faudra que ce soit un découpeur, ce mec-là. Faudra vraiment le monter pour qu'il découpe. Alors, crée une copie énergétique de son épée maniant 2 armes, alors qu'il charge et frappe continuellement la cible, infligeant 3 séquences. Chacune de 100% du 300%. La dernière séquence inflige également des dégâts supplémentaires égaux à 100% des PV perdus de la cible. Les dégâts supplémentaires ne peuvent pas dépasser 350% de dégâts de Masaya. Libère l'énergie accumulée pour se renforcer et frapper les ennemis. Puis transforme l'énergie en une énorme épée pour frapper tous les ennemis, infligeant 2 séquences, 360% à tous les ennemis. Cette attaque ignore 70% de la def de la cible et leur compétence passive est appliquée. Je n'ai pas compris la dernière ligne par rapport à l'application de la compétence passive. En tout cas, Masaya gagne l'invincibilité pendant un tour gratuitement, même si juste à la fin du sort. Invincibilité sur le S3, on va dire. Invincibilité sur le S1 s'il kill. Ici, une autre compétence qui lui permet, on va dire, de exécute très facilement une cible. Là, il va faire des dégâts en AOE sur tout le monde, ignorant 70% de la def. Ce n'est pas une unité ML pour rien. Il est vraiment top tier. Déjà, sur le S3, je pense que s'il est bien monté, il pourra shooter déjà pas mal d'unités qui sont fragiles. Parce que du 360% de dégâts, c'est quand même pas mal. Avec le dégât crit en plus, s'il fait un crit, les cibles qui sont un petit peu trop fragiles vont se faire très très vite shooter. Et si elles sont pas shootées par le S3, ça va être le S2 qui va les terminer. Vitesse 107. J'ai pas regardé la vitesse de Freya. J'espère qu'elle a une meilleure vitesse. 115 quand même, ouais. Enfin 116. Parce que elle, j'aimerais qu'elle joue justement plus rapidement pour qu'elle puisse placer justement ses buffs assez vite. Ensuite, nous allons prendre la liste dans l'ordre. Elkid, celui que j'ai sélectionné. Vraiment très fort ce personnage, mais après, tous les personnages ont un certain kit. On va commencer par Barrière de l'ombre. Une barrière de l'ombre apparaît derrière Elkid, libérant un torrent d'anima qui se cristallise en d'innombrables pointes tombant du ciel, infligeant 3 séquences de dégâts, 110% chacune à tous les ennemis. Au total, ça va être du 310%, 330%. Applique une barrière de l'ombre équivalent à 240% de l'attaque à Elkid à tous les alliés. Elkid, c'est un DPS, il va se jouer avec énormément d'attaques.
La barrière de l'ombre représente 240% de son attaque. C'est un shield qui va être attribué à tous les membres de l'équipe. Disons que nous avons Freya dans notre formation et que nous avons Elkid. Elkid va apporter un shield. Freya apporte une augmentation d'attaque, une augmentation de défense. L'augmentation d'attaque de Freya va faire en sorte que le shield de Elkid va être plus puissant vu que c'est basé sur son attaque. On n'aura vraiment pas besoin de healer avec Freya et Elkid. Avec le debuff de Freya qui fait qu'on va pouvoir régénérer 15% des dégâts infligés, avec son augmentation de défense et Elkid qui rajoute un shield sur l'équipe, le 240% il est vraiment colossal les gars. Après c'est marqué niveau 5 de compétence. On va regarder dans ma box de personnages ensuite pour voir ce que ça donne au niveau 1. Ou peut-être que ça c'est le niveau 1. Le premier paragraphe, et ensuite il faudra rajouter le reste de la description. Niveau 2, augmente le bouclier à 220% de l'attaque. Et au final 240. Non. Du coup, le texte qui est écrit, c'est bien la description au niveau 5. Elkid consolide une gigantesque pointe sombre qui transperce instantanément le sol sous le pied de la cible, infligeant 300% de dégâts à tous les ennemis, avec 100% de chance de réduire l'attaque. Vous combinez l'augmentation de def de Freya, la réduction d'attaque de Elkid, le shield que vous avez, juste pour casser votre shield en fait, ça va être une horreur. De plus, si Elkid a une barrière de l'ombre, 50% des dégâts infligés seront ajoutés à la barrière de l'ombre, jusqu'à un maximum de 150% de sa propre attaque, c'est-à-dire qu'il va régénérer son propre shield avec cette compétence-là. Disons qu'il a appliqué le shield, il s'est pris un petit peu de dégâts. Cette compétence-là va le recharger. Il va récupérer des points de durabilité sur le shield et c'est important de maintenir la barrière de l'ombre sur Elkid parce que ici, sur le S1, Elkid cristallise plusieurs pointes sombres sur son épaule et les tire vers la cible, infligeant 240% de dégâts à un ennemi simple avec 50% de chance d'appliquer un étourdissement. Si la barrière de l'ombre est appliquée, sa compétence de base a 100% de chance de stun. C'est d'un ridicule. Autre personnage que j'avais énormément joué, on va pas les prendre dans l'ordre. Kloss. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Kloss projette une grenade EMP en forme de chat, laissant une marque de graffiti, infligeant 260% de dégâts à tous les ennemis et 100% de chance d'appliquer une réduction de défense pendant 2 tours. 100% de chance d'appliquer 2 cumuls de progression de piratage sur la cible principale et 1 cumul sur les autres. Progression de piratage, qu'est-ce que ça fait? Chaque cumul augmente les dégâts subis de 5%, réduit les dégâts infligés de 10%, et réduit la vitesse de 4%, cumulable 3 fois. Une fois qu'on les a tous cumulés, on va dire lorsque la progression du piratage est terminée, consomme tous les cumuls à la fin de son tour et applique à coup sûr cible piratée pendant 2 tours piratés. Augmente les dégâts subis de 25%, réduit les dégâts infligés de 40%, réduit la vitesse de 20%. Ce buff ne peut pas être purifié. Ces 3 personnages-là, Freya, Kloss et Elkid, c'est du grand n'importe quoi. Les 3 dans la même formation, c'est juste... je ne vois pas qu'est-ce qui pourrait nous manquer. Nous avons du Dispel, nous avons du buff shield, nous avons de la régène grâce au debuff de Freya. Nous avons de la réduction de dégâts grâce à Kloss, nous avons de l'augmentation de dégâts grâce à Kloss, nous avons de l'augmentation de dégâts avec Freya.
de l'augmentation de dégâts. Non. Du shield avec Elkid, nous avons vraiment un kit qui est extrêmement complet sur ces trois personnages-là. Nous avons la plupart des debuffs que nous désirons. En termes d'augmentation de dégâts, subis. C'est pas que les dégâts subis. Hein. Ici, en plus, on réduit l'armure. Déjà, on réduit son armure qui fait que les dégâts qu'il va le prendre vont être augmentés. Et on rajoute à derrière ça l'augmentation. Alors, un drone de Klaus active un champ de force avec une image de chat perturbant n'importe quelle cible, infligeant 220% de dégâts à tous les ennemis, 75% de chance d'appliquer un cumul de piratage, également à 80% de chance de voler le compteur de tour des cibles et de le répartir parmi tous les coéquipiers, augmentant l'absorption de 10% par cumul. Si la cible elle est piratée, c'est considéré comme 4 cumuls directement. C'est-à-dire qu'on va réduire la CDR. On va CR pushback, excusez-moi. On va CR pushback les ennemis et on va CR push up nos alliés. Déjà qu'on réduit la vitesse ici, avec le debuff de piratage. Ici, en plus, on va les faire jouer. On va directement réduire leur barre d'action et augmenter celle des alliés, tout en augmentant les dégâts qu'ils vont subir. Klaus, top tier. Klaus commande à un essaim de drone de frapper infligeant 2 séquences de dégâts, 120% chacune, 240 au total, à une cible unique. La dernière a 70% de chance d'appliquer un cumul de piratage. Très très forte. Elle n'a besoin que de vitesse, efficacité et tankiness. Elle n'a besoin de rien d'autre. Elle est là, juste là pour appliquer les debuffs. Elle n'est pas là pour faire des dégâts. Il lui faut un maximum de vitesse, un maximum d'efficacité et de la tankiness pour pas se faire shooter. Ensuite, tous les autres, ce sont des personnages découverts pour moi. Je ne les ai pas testés. On va commencer dans l'ordre. Alors, Chloro, ou Chloros. Je vais être méchant, mais il a un petit peu une dégaine de clochard aussi. Peut-être que ça paraît un petit peu stylé pour certaines personnes, ces tissus rapiécés là, mais je trouve ça pas ouf. Je le trouve pas stylé, je suis pas spécialement un fan des faux. Surtout que la scène, je la trouve pas vraiment stylée, je trouve pas harmonieux le personnage. Bref. Au retour du malheur, Chloro rassemble toute son énergie pour une attaque à pleine puissance, ciblant l'ennemi, infligeant 400% de dégâts. C'est un très bon ratio pour une attaque unique. Et appliquant péage du malheur après chaque lancement de retour de malheur. Ok, après que la cible ait subi des dégâts, 10 fois retire péage de malheur et Chloro lance immédiatement au retour du malheur pour attaquer la cible. Seul un ennemi peut être affecté par péage du malheur et ce debuff ne peut être purifié. Je n'ai pas vraiment compris, mais j'ai l'impression que plus on va l'attaquer, plus on va lui donner de stacks. Alors, augmente définitivement les dégâts finaux de cette compétence de 25%. Chaque fois qu'on va utiliser cette compétence, ces dégâts vont augmenter de 25% jusqu'à un maximum de 100%. Ok. Et si on tue la cible, il n'y a pas de résurrection dessus. Pas de résurrection possible. Et en même temps, le debuff va être transféré à un allié aléatoire. Le debuff de péage de mort. Après que la cible ait subi des dégâts 10 fois, retire péage de mort et Chloro lance immédiatement retour du malheur pour attaquer la cible. Seul un ennemi peut être affecté. Ce debuff ne peut être purifié. Et subit des dégâts 10 fois, c'est ça qui m'intrigue un petit peu. J'ai l'impression que c'est une attaque en chaîne. Où lorsque le compteur va arriver à 10, on va dire que j'utilise un personnage Y. Ce n'est pas le tour de Chloro. Le personnage Y va faire proc le 10e cumul de péage de malheur. Et lorsque cet allié-là va faire proc le 10e cumul, Chloro va directement attaquer, même si ce n'est pas son tour. Il va directement faire retour de malheur. Enfin, retour du malheur. Alors, deuxième compétence, le S2.
Les chaînes d'énergie de chloro jaillissent du sol sous les ennemis pour les liens infligeant 3 séquences de 100%. Pas mal quand même. Pour des dégâts en AOE, 300%. Avec 100% de chance d'appliquer verrouillage en chaîne. Lorsque chloro attaque une cible avec ses dégâts infligés, augmente de 30%. Lorsque chloro attaque une cible... Lorsque chloro est attaqué par la cible, réduit ses dégâts subis de 30%. Ok. Très selfish ce personnage-là. Très selfish. Parce que même ce buff-là, enfin ce debuff, va ne profiter qu'à lui. Brandit rapidement sa faux, infligeant 2 séquences de 130% de dégâts à un ennemi simple, 50% de chance de réduire le TDR de toutes les compétences. Animus de 1. Ok. Vraiment très fort ça. 50% de chance de réduire vos compétences. C'est pas mal. Mais je le trouve très selfish. Je trouve que c'est plus une unité qui est orientée peut-être dans le PVP. En PVE, je le trouve pas spécialement ouf. Sa gimmick au bout de 10 attaques, enfin au bout de 10 stacks de pièces de malheur, il va agir et faire sa compétence. Mais mine de rien, sa compétence, elle se cumule. Hein. Elle se cumule. Jusqu'à 100% de dégâts en plus sur une cible unique. Je pense qu'il pourrait être très fort. Non, je pense pas qu'il pourrait être très fort. Ça doit être un monstre sur les combats de boss. Où on doit faire du scoring. Et avec les alliés, vu qu'il y a un seul ennemi, une seule unité en face, tous nos autres alliés, quand ils vont faire des attaques avec plusieurs séquences, je pense que les attaques où il y aura 3 séquences, ça va donner directement 3 stacks au péage de mort. Après que la cible ait subi des dégâts 10 fois, retire le péage de mort et Chrollo lance immédiatement en retour du malheur. Je pense que c'est ça. Je pense qu'il doit agir quand même assez fréquemment. On a vu que la compétence de l'autre personnage, le premier que l'on a eu, de manière gratuite, l'invocation cryptée, son S2, sa compétence inflige 3 fois des dégâts. Je pense que ça va donner directement 3 stacks. Et si on a une formation qui est orientée de cette manière-là à faire prog rapidement l'attaque gratuite de Chloro, je pense que ça pourrait être très monstrueux pour tout ce qui est boss unique. Tout ce qui est scoring, ça devrait être un monstre. Je suis pas spécialement fan de son skin, par contre. On voit bien que c'est une faucheuse, son kit l'indique bien, mais son design, en fait, je suis pas fan. Limite, je préfère l'animation qu'il y a derrière que le personnage en lui-même. Bref. Béontine. Béontine, Lycoris d'Achéron. L'Achéron, il me semble que c'est un fleuve en enfer. Peut-être que je me trompe. Dans la mythologie grecque, il me semble que l'Achéron est un fleuve de feu. Bref, ce n'est pas le sujet. Abysse du karma. Le long du chemin parcouru de fleurs de l'autre rive fleurissent pleinement Béontine à plaque. Attaque augmentée et dégâts crit augmentés à tous les alliés. Et gagne 2 cumuls des enfers pour elle-même. Ok, c'est pas mal du tout. Augmente les dégâts crit de 50%. Alors, cumul des enfers. Chaque cumul réduit davantage les dégâts subis de 5%. Après avoir agi, pour chaque un allié tombé consomme un cumul de fleurs des enfers pour les ressusciter, leur rendant 40% des PV max, augmentant de 35% leur combat readiness, leur tour d'action, cumulable jusqu'à 5 fois, dissipable, mais ne peut pas être volé. Ça a l'air d'être le support God Tier. Alors que les cendres cramoisies brûlent, la fleur fanée fleurit à nouveau. Béontine fait en sorte qu'un animus allié commence immédiatement
leur prochain tour et réduit le temps de réaction d'Animus. Ah non, non, ça c'est vraiment insane. Elle est ouf. Elle est vraiment insane. Elle va permettre au S2, c'est-à-dire si elle a énormément de vitesse, si ce personnage-là est le premier à jouer dans votre équipe, votre plus gros DPS, on va dire si vous avez justement... comment il s'appelle? Meshaya. Meshaya, vous lui mettez un stuff, mais vraiment de bourrin qui soit extrêmement lent. Elle va jouer directement en premier si vous lui mettez énormément de vitesse. Et vous faites le S2 sur Meshaya qui va jouer directement. C'est dommage que cette compétence-là ne lui redonne pas un tour. Alors. Mais en plus, ça va réduire son temps, le temps de compétence. Ça veut dire que non, en fait. Il ne faut pas directement... il faut, elle, commencer avec le S2. Enfin, avec le S3. Votre carry fait sa compétence. Elle, quand elle va rejouer, elle va redonner un tour à votre carry qui pourra refaire la compétence. Peut-être que je me trompe, excusez-moi les gars. Je pense que c'est une résurrection ciblée. Ah non. C'est exactement ce que je vous ai dit, mais nous pouvons aussi peut-être utiliser sur des alliés qui sont morts. Pour invoquer leur esprit pour commencer immédiatement leur prochain tour et réduire leur temps de recharge de compétences de 1 tour. Si Béontine a Fleur des Enfers, elle consomme un cumul des Fleurs des Enfers pour les ressusciter avec 50% de leur PV max. Faudra bien faire attention quel est ce buff-là avant de pouvoir faire cette compétence. Sinon, les esprits des alliés disparaîtront après avoir agi. Mais dans tous les cas, même si on n'a pas ce buff-là, ça nous permet d'utiliser un personnage mort au combat pendant un tour. Et je trouve ça vraiment insane. C'est-à-dire, même si on ne le ressuscite pas pleinement, on peut, comme dans Shaman King, on invoque à mort, on utilise sa compétence. Incroyable. C'est vraiment une folie. On peut l'utiliser sur un allié qui est mort, on peut le ressusciter pleinement, ne pas le ressusciter pleinement, ou le faire sur un allié qui est vivant pour lui donner directement un tour. Vraiment très très fort. Béontine exécute un coup calculé infligeant 240% à un seul ennemi et augmentant le compteur de tours de l'allié avec le plus bas compteur de tours de 25%. Ce qui est vraiment pas mal quand même comme compétence basique. Sonate en fleurs. Top tier support. Vraiment top tier support. Vous voyez les gars la formation donc je vous ai dit. Je crois que la formation on peut mettre 5 unités au maximum. On prend Elkid, la hackeuse, Freya, Béontine qui rajoute en plus l'augmentation de dégâts de coups critiques. Et on peut s'amuser à rajouter en dernier le dragon là. Pas le dragon. Le personnage qui buff taux de coups critiques, chance de coups critiques. Et qui se redonne un tour avec le S2, le personnage du début. On aurait globalement buff attaque, buff dégâts de coups critiques, taux de coups critiques, ça ferait une panoplie de buffs vraiment complet. Et elle, même si elle ne heal pas directement, est-ce qu'on a besoin de heal avec un kit complet de ce genre-là? Je ne pense pas. On peut s'en passer largement. Béontine, gardez un œil sur elle. Chloros, plus pour le scoring, pour les boss mono-cibles. PVP, je ne sais pas si on aura le temps. Après, il faudrait qu'il cumule en fait ces procs de S3. Si le mec en face nous laisse le temps de jouer, mais le mec en face, son but, ça va pas de nous laisser, son but, ça va pas être de nous laisser jouer, justement. Alors, Véronica, qu'est-ce que tu racontes, toi? Vol de bœuf. Le cycle de la mort et de la résurrection fait fleurir à nouveau les fleurs fanées. Véronica inflige 420% de dégâts à un seul ennemi. Avec 80% de chance de lui voler tous les buffs. Tous les buffs. Ça, c'est vraiment ouf.
Pour le PVP, ça c'est... Vous pensez que vous allez aider vos alliés parce que vous allez les buff? Eh ben non, vous allez aider votre ennemi. Puis à 50% de chance de répandre tous ces buffs à tous les alliés. Non, ça c'est une dinguerie ça aussi. Chance calculée séparément pour chaque buff. Et applique garde d'âme pour un tour. Garde d'âme, les PV ne tomberont pas en dessous de 1 point. Ok, je pense qu'elle est plus pour le PVP celle-ci. Récite les prières secrètes alors que la délicate fleur se fane. Soudainement retire les PV de tous les ennemis à hauteur de 13% des PV max de Véronica, puis applique bouclier égal à 24% des PV max sur tous les alliés. Je suis pas spécialement fan. L'ombre des roses la plus envoûtante. Véronica inflige 240% de dégâts à un ennemi avec une probabilité de 40% d'appliquer réduction. Non. Véronica. Pour le PVP, je trouve qu'elle est bien. Par rapport à cette compétence-là de vol de buff et encore. Et encore. Elle... même si je la drop de manière aléatoire, je ne serais pas spécialement content. Parce que je me dis que j'aurais pu drop de meilleurs personnages. Les 3 premiers de la liste, Elkid, Chloros, Béantine, sans parler de Kloss, sont vraiment meilleurs que elle. C'est vrai que le vol de buff avec le 50% de chance de pouvoir l'appliquer, c'est très fort pour le PVP, ça peut vous retourner la table, vraiment. Si votre ennemi a énormément de buffs et qu'en fin de compte, c'est vous qui vous retrouvez avec tous ces buffs-là, ça peut vraiment retourner des tables. Surtout si on peut répartir des buffs qui puissent nous permettre de rester à 1 PV, une sorte d'immortalité. Mais globalement, je pense qu'il y a d'autres unités qui peuvent être meilleures qu'elle. Je suis pas spécialement fan, honnêtement. 80% de chance, c'est au niveau 5, les gars. Hein. Attendez, on va vérifier. 80% de chance, c'est bien au niveau 5. Augmente les chances de vol de buff à 80%. C'est-à-dire que de base, il n'est pas à 80. Peut-être qu'il est à 60. C'est-à-dire que si la compétence n'est pas au niveau minimum 3, franchement... pas ouf. Pas ouf, pas ouf. Alors, Mia. Eau spirituelle, je pense. Peut-être un des buffers. La pluie s'est dissipée, le ciel est bleu. Ah, mais il nous raconte une histoire sur tout leur kit, c'est incroyable. Une Mia joyeuse soigne tous les alliés. Tu peux pas nous dire directement soigne les alliés, restaurant une santé égale à 25% de leur PV max. Une pluie s'est dissipée un matin de novembre. Et le ciel bleu, une Mia joyeuse soigne tous les alliés. Ah là là. Réduit le délai de récupération de compétences de tous les alliés de 1 tour. Ça, c'est fort. Prolonge tous les buffs de 1 tour. Ça, c'est fort. Et raccourcit tous les debuffs de 1 tour. Pas mal du tout. Pas mal du tout. Je trouve que c'est fort pour le PVP, ça. Mia manipule l'eau. Simulé inflige 2 segments de 140% de dégâts à tous les ennemis. Chaque segment a 50% de chance de dissiper un buff de la cible et a 75% de chance de repousser le compteur de 15%. Pareil, plus utile pour le PVP, je trouve que pour le PVE. Mia invoque Tulpa Hydro, infligeant 240% de dégâts à un ennemi unique et appliquant bouclier égal à 10% de ses PV max à l'allié ayant le moins de PV. Pas ouf. Pas ouf. Orienté plus PVP à mes yeux. Alors, Shada. Bon, bien sûr, dans tous les jeux, maintenant, ils nous mettent des furies. Alors, Shada libère toutes ses flammes d'âme et commence une flamme azur. C'est un jeu coréen, les traductions, des fois, sont un petit peu tendancieuses. Infligeant 220% de dégâts à tous les ennemis. Ça, c'est intéressant. 60% de chance d'appliquer une réduction de défense. Ça l'est un petit peu moins. Non, la réduction de def est intéressante. C'est le 60% qui n'est pas intéressant.
Chaque fois que ces flammes d'âme évoluent, réduit le temps de recharge actuel et son temps de recharge maximum de la compétence de un tour et inflige une séquence supplémentaire de 80% de dégâts. Ok. Pour tous les 3 buffs que Shada obtient, ces flammes d'âme évoluent une fois, augmente son attaque de 18% et les dégâts de coup critique de 10%. 3 fois, ça c'est vraiment intéressant. Pour nous faire un total de 54% en attaque et 30% de dégâts de coup critique. Et en plus, elle a 6% de taux de crit gratuit, niveau 2 et niveau 4. Ça m'a l'air d'être une unité qui est vraiment très forte. Shada tire ses flammes d'âme, infligeant 3 séquences de dégâts 90, 270%, ce qui est vraiment très fort. Sur une cible unique, avec 20% de chance à chaque fois de voler un buff de la cible. Une fois ces flammes d'âme complètement évoluées, augmentent la chance à 80%. Ça c'est vraiment PvE, PvP. Elle est vraiment très forte. Parce qu'elle va pouvoir réduire la défense en AOE, même si le ratio de 60% n'est pas ouf. Je ne pense pas qu'on va la jouer efficacité en plus. C'est pour ça que je dis que le ratio de 60% n'est pas ouf. Autant sur Kloss, vu qu'on va lui mettre pas mal d'efficacité, elle applique pas mal de debuffs, on sait qu'elle va pouvoir les appliquer de manière consistante. Elle, il faudra qu'elle compte sur quelqu'un d'autre plutôt, je pense, pour la réduction de def. Et on va plutôt chercher à rapidement cumuler ici. Pour tous les 3 buffs que Shada obtient, ces flammes d'âme évoluent une fois. Et vu qu'on a pas mal de buffers en plus dans les différentes formations, dans les différents personnages que je vous ai passés en review, il y a déjà énormément de buffs. Je pense qu'elle va le cumuler très rapidement, son passif. 54% d'attaque en plus, mais c'est vraiment... c'est n'importe quoi, les gars. C'est vraiment n'importe quoi. C'est-à-dire qu'un personnage qui va pouvoir être capé, on va dire, à des dégâts, il va infliger 1000, elle va infliger 1500. Elle a un cap, elle a une limite qui est vraiment différente des autres personnages, elle, en termes de dégâts. Elle peut dépasser les limites. Là où les autres ne pourront pas l'atteindre, elle va pouvoir le faire très facilement. 56 putain de pourcents d'attaque en plus, gratuite. Sans compter, hein, parce que c'est un passif. On lui rajoute 40% d'augmentation d'attaque avec tous les buffs, hein, enfin tous les buffers qui peuvent lui rajouter un 40% d'attaque en plus. Plus justement celle que l'on a vue, la Miss Acheron, qui augmente les dégâts de coup critique aussi de 50%. Du coup, elle va avoir 80% de dégâts de coup critique en plus. Et quasiment 100% d'attaque en plus. 40% plus 56, voilà. Sans compter l'équipement. Parce que l'équipement aussi augmente l'attaque. God tier. Magnifique. Le Chara design, il est pas mal. Ce n'est pas non plus fan service hardcore. Le personnage est stylé. Son kit est énorme. Shada, 5 sur 5. 10 sur 10, comme vous voulez les gars. Top tier, si vous l'avez, soyez contents. Elkid, Chloro. Bon pour le mono-cible. Ah, après, le truc c'est que j'aimerais beaucoup le tester, Chloro, pour voir ce que ça donne en fait dans le PvE. Si on arrive à faire proc rapidement son cumul de passif, si on arrive à faire proc le cumul de passif de Chloro, il peut être vraiment OP aussi comme personnage. Surtout quand le debuff qu'il applique, il se transfère. Lorsque le personnage meurt, et j'espère, on va dire que s'il est à 5 ou 6 stacks, que lors du transfert, ces stacks ne soient pas modifiés, qu'il n'y a pas de réinitialisation de stack. C'est-à-dire qu'imaginons que le buff soit transféré, enfin le debuff soit transféré à un ennemi qui est à 100% et le debuff il a 9. 9 stacks, on fait juste une auto-attaque. Il y a Chloro qui va directement l'enchaîner avec un S3 avec la capacité de le one-shot.
À voir à quelle vitesse on peut cumuler aussi justement son debuff. Shada, c'est bon. Maintenant, nous passons à Borgne. Borgne qui a ses deux yeux. On va comprendre. Personnage très stylé. On dirait qu'il sort de la Fashion Week. Ils auraient pu faire ça en fait pour Chloros. Franchement, son kit est très bon, il est stylé. L'animation derrière là, elle est pas mauvaise. Mais le personnage en lui-même, je le trouve pas ouf. Pas stylé le chara design, j'ai l'impression que ça fait un petit peu clochard. Borgne, ça fait un petit peu justement too much. On dirait vraiment qu'il sort de la Fashion Week, lui. En plus, il a des gants, la position de sa main, c'est un petit peu trop. Ils sont partis un petit peu trop dans les deux extrêmes. Ici, on a le mec, on a l'impression limite, s'il est assis par terre, il va nous réclamer une pièce. Et ici, on a vraiment le métrosexuel, un petit peu trop joyeux, on va dire. À tendance joyeuse. Même sa voix, oh non, insupportable. Ah non, non. J'espère que ton kit est vraiment éclaté au sol, toi. On n'a pas fait attention à la vitesse des personnages. Je vais y jeter un coup d'œil tout de suite avant de continuer. Elkid, mon petit. 111. 116. 108, elle est plutôt lente. Alors que justement, on aimerait qu'elle joue quand même assez rapidement pour qu'elle puisse placer son S3 et donner les buffs aux alliés. Après, peut-être que les autres, ils ont un peu plus de vitesse parce qu'on va pas spécialement les jouer en vitesse. Mais elle, Béontine, elle, c'est sûr qu'on va vouloir avoir une très bonne rotation. Véronica, c'est un petit peu Osef, elle. Enfin, c'est pas Osef. 107, en plus, elle est lente. 111, ce n'est pas ouf. Shada, j'espère qu'elle a une bonne vitesse, Shada. Pas du tout. Et franchement, ça ne m'étonne pas. Vu comment c'est un... On va dire, elle a d'autres statistiques qui sont bien boostées. Elle a l'attaque qui est boostée, les dégâts critiques qui sont boostés. On va pas booster non plus aussi la vitesse. Ça serait un petit peu trop abusé sinon. On va revenir sur Borgne. 112, pas dégueulasse comme vitesse. Alors, durant la longue nuit, Borgne éveillé, le loup dormant... Oh. De quoi ils sont en train de parler, là? Lorsqu'il a plus de 4 unités ennemies vivantes, inflige 440% de dégâts à tous les ennemis. Avec une chance de 100% de dissiper un buff de la cible pour chaque unité ennemie. Réduit 1 à 1. Pour chaque unité ennemie réduite, inflige un segment supplémentaire. Ok, ça veut dire s'il y a 4 ennemis, on peut faire un total de 840% de dégâts, ce qui est insane. S'il y a 4 ennemis qui ont chacun un buff et qu'on a dispel un buff à chacun, on va faire proc 4 fois le segment. Cette attaque ignore les compétences passives de la cible. Je pense qu'il doit y avoir des unités qu'on va voir peut-être plus tard avec des mécaniques de contre ou des réactions aux extra-attaques. Et lui va permettre de ne pas la prendre en compte, de totalement l'ignorer. Très forte comme compétence. Très très forte, même pour le PvE. Énormément de dégâts. Alors, dans la nuit éternelle, une ombre solitaire suit le pas, ça fait un petit peu stalker. Au début de la bataille, Borgne augmente les PV max à hauteur de 500% de l'attaque. Attendez, il faut que je comprenne quelque chose là. Parce qu'il rajoute beaucoup de texte inutile dans la nuit éternelle, mais on s'en fout là. Dis-moi juste directement, Borgne augmente les PV max à hauteur de 500% de son attaque.
Chaque attaque infligée augmente les dégâts supplémentaires équivalent à 30% des PV max. Born ne peut pas crit. Born ne peut pas crit. Born fait des attaques équivalent à 840% des dégâts s'il y a 4 unités qui se font dispel. Born est un goth. Commande un chien de l'ombre infligeant 300% des dégâts à un ennemi unique et restaure des PV équivalents à 60% des dégâts infligés. Born est un goth. Pour chaque attaque infligée, augmente également les dégâts supplémentaires. Chaque attaque inflige également des dégâts supplémentaires équivalents à 30% des PV max. Excusez-moi, je n'avais pas compris. Son passif est ouf. Ça veut dire qu'en bonus, il va infliger 30% de ses PV max en dégâts gratuitement. Surtout qu'il va bénéficier d'une augmentation de PV équivalent à 500% de son attaque. 500%. Lui, on le joue full attaque et ça va juste être un monstre. Je me demande, chaque attaque inflige également des dégâts supplémentaires équivalent à 30% des PV max. Je me demande si chaque séquence d'attaque va pouvoir appliquer ces dégâts bonus aussi. Ça serait d'un ridicule. Vraiment très fort, Borgne. Même si je n'aime pas trop ton Kara design un petit peu trop joyeux à mon goût. Pas mal du tout le personnage. Son kit est vraiment très très fort. Alors, Rosa. Rosa. Non, mais fais traîner directement ta veste sur le sol, en fait. Ça, c'est des choses que je comprends pas, en fait, dans le Kara design des personnages. Ils auraient pu lui mettre la veste de manière correcte, quand même. Parce que le fait qu'elle traîne sur le sol, comme ça, en fait, je trouve ça juste débile, en fait. Bref, 106 de vitesse. S3, dégâts en AE, grande chase. Dites bonjour à la grande chasse. Rosa aiguille sa lame, appliquant d'abord crit, 30% en plus à tous ses alliés pendant 2 tours, puis inflige 3 séquences de 120% chacune, 360% au total à tous les ennemis. En cas de coup critique, il y a 40% de chance d'appliquer une réduction de vitesse pendant 2 tours. Pas mal. Elle a 106 de vitesse. Ok. La fleur de fer s'épanouit. Chaque fois que Rosa porte un coup critique, si la cible n'est pas affectée par cœur de lame épanoui, elle applique cœur de lame épanoui. Subit en plus 15% de dégâts des attaques de base. Lorsque le porteur subit un coup critique en tant que cible principale, Rosa lance une attaque suivie avec son attaque de base. Cet effet ne peut être déclenché qu'une fois par tour. Boss killer, scoring killer, PvE killer. C'est un monstre. Quand je vous ai dit dans l'information, on mettait le personnage que le jeu nous donnait gratuitement avec le bonus de coup critique sur son S2 qui lui permet de rejouer. En fait, on peut directement placer ce personnage-là. Avec un esprit de combat boosté, Rosa inflige 3 séquences à 70%, 210% à un ennemi unique. Si la dernière séquence porte un coup critique, il aura 50% de chance de réduire le compteur de la cible de 10 tours. Enfin, de 10%, excusez-moi, 10 tours. On n'est pas dans Mario Kart. Hein. Je trouve ça pas ouf. Je trouve que sa puissance, elle est surtout ici. S3, S2. Bonus crit. Réduction de vitesse, on peut l'avoir d'une autre manière. C'est surtout pour ce debuff-là. C'est-à-dire que si on fait du scoring ou que nous sommes sur un boss unique, n'importe quel de nos alliés qui va faire une auto-attaque ou infliger des dégâts critiques sur eux, non, subit en plus 15% de dégâts des attaques de base. Parce que de toute façon, elle va pouvoir réagir qu'avec des attaques de base. Ok. Lorsque le porteur subit un coup critique en tant que cible principale,
C'est-à-dire que lorsqu'on fait une attaque en AOE, il faudra bien cibler celui qui a ce debuff-là. Une fois par tour. Ça veut dire qu'elle pourra faire la réduction de combat readiness, on va dire, lors de sa propre attaque, et aussi lorsqu'elle va pouvoir être activée par un autre allié. Ça, on pourra le faire. En gros, à chaque tour, elle pourra jouer une fois gratuitement. Elle pourra mettre une auto-attaque en plus, de manière gratuite. Avec des dégâts boostés de 15%. Et sûrement une chance d'infliger un coup critique, vu qu'elle aura une augmentation de crit. Pas mal du tout. Pas mal du tout. Je pense qu'elle est mieux pour le scoring, pas spécialement pour le PVP. Je suis pas spécialement fan. Pour le PVP, pour le PVE, je pense que globalement, malgré la gimmick de son auto-attaque, je pense qu'on... Pour du scoring, non. Si on est simplement dans le but de faire du scoring, c'est comme Chloro. D'ailleurs, les deux vont très bien synergiser parce que son attaque supplémentaire va pouvoir donner des stacks en plus pour que Chloro puisse faire son S3. Alors, notre petit dragon Tiamat. Cauchemar abyssal. Le personnage est stylé. Ça nous fait penser un petit peu à des écailles de dragon, là. Des écailles noires, une lance, une queue à l'arrière. Thématique noir, vert. Ok, pas mal du tout. Le personnage n'est pas moche. Alors, Tiamat consomme ses PV pour renforcer sa lame et la lance pour percer les ennemis. Consomme 30% de ses PV actuels pour infliger 2 séquences de dégâts chacune. 10% de ses PV max à tous les ennemis, avec 50% de chance d'appliquer une provocation pendant un tour. C'est ouf. C'est ouf, mais il faudra bien l'augmenter pour récupérer les bonus d'augmentation. Parce que dans les premiers niveaux, ce n'est pas si fou que ça. C'est bien pour le taunt de zone, parce que pour le moment, je n'en ai pas vu d'autres. Et vu que si les autres unités n'ont pas cette compétence-là, qu'elle est la seule à l'avoir, elle va être OP juste parce qu'elle peut avoir, juste parce qu'elle est la seule à avoir la provocation. Le taux de chance, il est ridicule, c'est de 50%. Mais même s'il est de 50%, si d'autres unités n'ont pas de taunt et qu'elle est la seule à l'avoir, elle va être très très forte. Elle, avec beaucoup... quelle est sa vitesse? 107, elle n'est pas si rapide que ça. Mais elle, si elle commence le combat avec ça, qu'elle arrive à taunt en arène 1 ou 2 unités, c'est déjà pas mal. Établit un lien mental avec ses alliés consommant 25% de ses PV actuels pour appliquer soin continu pour 2 tours et bouclier à tous les alliés. Le montant du bouclier équivaut à 120% des PV consommés. Pour tous les incumuls d'effusion de sang que Tiamat possède, le montant de bouclier augmente de 5%. Pas mal du tout. Pas mal du tout. Vraiment très très fort. C'est un très bon pilier. Très très bon pilier sur lequel peut se reposer l'équipe, ça. Alors, Tiamat balance sa lance pour percer la cible, infligeant 2 séquences. 2 dégâts, chacune 10% de ses PV max à un ennemi simple, consommant 8% de ses PV actuels à chaque tour. Alors elle, de préférence, il faudra un healer, soit un heal kit qui fait qu'elle ne pourra pas se prendre de dégâts directs à travers le bouclier, parce que les dégâts de sacrifice ne vont pas être absorbés par le bouclier.
soit il faut un healer direct avec elle. Parce que je ne pense pas que ici, le soin continu va être suffisant vu comment elle consomme ses PV, c'est vraiment insane. Elle les brûle, c'est ouf. Elle brûle ses PV, c'est indécent. 30% ici, 25% ici, 10% sur son attaque de base. Il va falloir la maintenir. Hein. Bon, consommant 8% de ses PV actuels à chaque séquence, c'est-à-dire c'est 16% sur son attaque de base. Ok. Et infligeant des dégâts réels égaux à 100% du montant consommé. Mère d'évolution partage 25% des dégâts subis par tous les alliés. Pour chaque tranche de 13% de PV max perdu, ou soigné gagne un cumul d'effusion de sang, sacrifiant... Monstrueux ce tank. Monstrueux. Mère d'évolution partage 25% des dégâts subis par tous les alliés. Pour chaque tranche de 13% des PV max perdus ou soignés gagne un cumul d'effusion de sang. Chaque cumul augmente les soins reçus de 4% jusqu'à 20 cumuls. 80% de soins en plus. C'est d'un ridicule. Cet effet ne peut pas être dissipé. Forme ultime se transforme en forme ultime gagne. Et ne peut utiliser que jour de purge. Perd ses cumuls croissants d'effusion de sang à la fin de chaque tour. Là 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 là. Mais à quoi correspond jour de purge? Je n'ai pas bien compris son S1, mais apparemment elle a une transformation qui, je pense, à travers les nombres de tours passés sous la transformation, il y aura différents effets. Au bout d'un moment, on va perdre la transformation. Mais en tout cas, ces kits ici sont vraiment... faudra la maintenir en PV, mais elle est extrêmement puissante. Tsukiyo. Tsukiyomi. Ils auraient pu le mettre directement. Ok. Je suis pas spécialement fan du Kara Design. On dirait une abeille, honnêtement. On dirait vraiment une abeille. Voilà son dard. Alors, ce n'est qu'en saisissant l'heure d'or qu'on peut atteindre le moment optimal pour attaquer. Tsukiyomi augmente le compteur de tours de l'allié ciblé de 100%. Booste son propre compteur de tours de 35% et accorde à tous les alliés une augmentation d'attaque et une augmentation de vitesse pendant 2 tours. Elle a combien de vitesse de base, elle? 112, pas mal du tout. C'est pas la meilleure, on a déjà vu mieux. Mais 112, ce n'est pas parmi les plus faibles, c'est plutôt dans la moyenne haute. C'est une fois maxé, hein, parce qu'avant, c'est 80%. Ce n'est pas le même effet. Hein. L'effet de base au niveau 1, ce n'est pas du tout le même. Tsukiyomi envoie un essaim d'abeille anima, infligeant des dégâts égaux à 320% de sa def à tous les ennemis. Alors, elle, ça c'est intéressant. Personnage qui scale sur la def, j'adore. Avec 45% de chance de leur appliquer silence pendant un tour, cette attaque réduit également le temps de recharge de toutes les compétences de tous les alliés de un tour. Ça, c'est pas mal du tout. Ça silence les ennemis, ça réduit le temps de recharge de compétences des alliés. Scaling défense. L'attaque est aussi une défense. Tsukiyomi inflige des dégâts à un seul ennemi, équivalent à 320% de sa propre def, et augmente le compteur de tours de l'allié à l'attaque la plus élevée de 25%. Personnage intéressant. Je trouve que c'est plus un support qu'autre chose. Parce qu'on avait la réduction de 10% sur l'autre compétence. Enfin, sur l'autre personnage que je trouvais que c'était pas spécialement ouf. Celle qui avait une veste qui était à moitié par terre. Par contre, elle, son augmentation de 25% pour l'allié à l'attaque la plus élevée, c'est vraiment pertinent. Avec beaucoup de vitesse. Elle place rapidement ses buffs et ensuite elle a juste à faire des S1.
Tsukiyomi. Petite abeille. Par contre, je reste sur Elkid, Kloss et Béontine. Ces trois persos-là sont vraiment sans comparaison aux personnages que pour le moment nous avons pu voir. Après, nous avons aussi Chloro, Shada, qui sont très très forts. Borgne, oui. Tiama, oui. Les autres, je suis pas spécialement fan. Même Rosa, avec son extra attaque, je suis pas spécialement fan, honnêtement. Je ne me plaindrai pas de l'avoir, parce que de toute façon, les gars, c'est 1% pour avoir le personnage. Soyez contents si le personnage n'est pas juste de la poubelle. Bon, là, on s'est arrêté à Tsukuyomi. La vidéo, elle dure 1 heure. On va s'arrêter là pour une première partie. Et on va terminer le reste dans une deuxième. Ou peut-être pas. Il en reste 1, 2, 3, 4, 5 à voir. Allez, on va les terminer rapidement. Ce personnage-là, il faudra jamais le sélectionner dans cette bannière Rate Up. Parce qu'on va l'avoir gratuitement lors d'un événement. Vous regardez dans la section des événements. On l'aura au bout de quelques jours. Ne gaspillez surtout pas cette bannière Rate Up parce que c'est juste pour un personnage. Hein. On fait 4 poules et on récupère le personnage. Si vous l'avez à la première multi, la bannière s'arrête en fait. Cette invocation se termine après avoir obtenu l'animus SSR ciblé. Si vous l'avez en un pool, la bannière se termine. Vous avez fait une économie d'un certain nombre d'invocations. D'ailleurs, c'est ce que je vous conseillerais de faire lors de la sortie du jeu. Sur cette bannière-là, sélectionnez votre personnage de cœur. Vous faites un petit reroll dessus, vu qu'on a en général assez... on a directement 10 multi. Enfin, pas 10 multi. On a directement une multi en se connectant et en terminant le prologue. Faites la multi. Si vous n'avez pas directement drop votre perso dans la première multi, oubliez le compte et recommencez. Parce que si vous allez cramer directement 3 autres multis, autant essayer de récupérer d'autres personnages, justement. Freya est extrêmement puissante, c'est un personnage limité. Contrairement à Mashaya. Mashaya, je vous le rappelle, hein, c'est la bannière qui est limitée, ce n'est pas le personnage. Mashaya, il est ici. Hein. Probabilité, il est ici. Ne vous en faites pas. Bannière permanente, il est là. Par contre, Freya, on ne la voit pas. Elle est limitée dans le vrai sens du terme. De toute façon, je referai juste une petite vidéo de quelques secondes juste pour bien parler du cas limité de Freya. C'est pour ça que je vous dis ici, dans la bannière ciblée, vous faites une multi dessus. Vous récupérez votre personnage, vous partez sur la bannière de Freya. Si vous êtes un mec qui va reroll de manière assez hardcore, ça va être du 1 pool sur les 2 bannières. Et essayez de garder les 20 pools restants, parce que les 40 premières multis, enfin les 4 premières multis, on les récupère assez facilement. Les 4 premières multis, pour pity justement cette bannière-là, on les a très rapidement dans le jeu. Juste on termine la première étape après le prologue et nous pouvons le compléter. Ensuite, il faudra récupérer Freya, les gars. Dans la bannière de Freya, il n'y a que Freya. Il n'y a pas d'autres personnages. Tous les autres vont être de rang inférieur. Lingluo. Qu'est-ce que tu nous racontes, toi? Son design est pas mal du tout. Le petit coquillage flottant derrière. L'autre coquillage qui lui sert de cache-œil. Non, le design est pas mal du tout. Avec une rapière aussi, toujours dans la même thématique océanique. En plus, c'est une hileuse. Soin AOE. La musique joue alors que Lingluo offre des louanges par le chant, applique immunité. Très très fort à tous les alliés pendant un tour, puis soigne tous les alliés 2 fois 14% de leur PV max à chaque fois, 28% de leur PV max. C'est pas mal du tout. Pour chaque buff que la cible possède, l'effet de soin augmente de 20% en plus.
Jusqu'à 60%. Non, non, c'est ouf. Ça, c'est pas mal du tout. Pas mal du tout. PVE ou PVP. Surtout PVP, l'immunité. Après, je pense que dans le PVE, il y a toujours des étapes où il y a un boss qui va nous infliger des debuffs et tout. Mais c'est du PVE, en fait, on s'en fout du PVE. C'est pas qu'on s'en fout du PVE, mais la finalité de tous ces jeux-là que l'on voit, la finalité, c'est le PVP. Si vous focussez des personnages qui ont des fonctions uniquement dans le PVE, une fois que vous aurez fini le PVE, les gars, vous allez en faire quoi de ces personnages-là? Et surtout de l'investissement que vous avez fait sur ces personnages-là. Bref, les marées montent, Lingluo soigne d'abord tous les alliés égaux à 16% de leur PV max et prolonge tous les buffs des alliés de 1 tour. Les alliés ciblés reçoivent des soins supplémentaires égaux à 20% de leur PV max. Ok. Et son attaque basique, les vagues océaniques résonnent, le chant des baleines résonne. Non mais franchement, la description des compétences, les mecs sont en train de nous raconter des histoires. Mais les baleines elles chantent, on s'en fout, mon gars. Bref, désolé. Lingluo inflige 250% de dégâts à un ennemi simple et une baleine qui chante et un orc et soigne 2 alliés avec le pourcentage de PV le plus bas de 15% de leur PV max, star du rock. Ok, c'est pas une rapière, c'est un micro. Un petit peu à la façon de Tamarine. Avant chaque soin a 65% de chance de purifier un debuff sur la cible. S'il n'a pas de debuff, a 65% de chance d'appliquer prière de la baleine pendant 2 tours. Au début de chaque tour, restant... Magnifique. Si on ne dispelle pas avec le heal, parce qu'on n'a pas de debuff, on a une chance d'appliquer un petit heal continu pendant 2 tours, en plus qui est cumulable. Ce n'est pas une attaque. Ah si. Lingluo inflige 240% de dégâts à un ennemi simple et soigne 2 alliés. Ça reste une attaque. Je pensais qu'elle faisait un soin direct sans faire une attaque avec sa compétence basique. Eh bien, nous trouvons enfin dans le jeu ce qu'on pourrait appeler le healer de base. Vraiment un healer basique, mais qui a l'air de faire très très bien le travail. Que nous allons avoir gratuitement. Je vais vous le montrer tout de suite. Événement. Voilà. Terminer cette quête quotidienne de la phase 2 pour obtenir l'animus Lingluo. Si vous voulez des doublons, bien sûr, je ne vais pas vous empêcher de la sélectionner dans la bannière. Hein. Alors, ensuite, qu'avons-nous? Rilmocha, ou Rilmoka, je ne sais pas comment ça se prononce. Mais en tout cas, on a bien envie de manger le donut. Hein. Alors, il nous faut bien l'unité Loli du gacha. La voilà. À mon signal. Charge sucrée. Rilmoka inflige d'abord 3 séquences de dégâts, chacune 180 pour du 540 à un ennemi unique, ce qui est vraiment énorme en termes de ratio de dégâts. La première séquence ayant 75% de chance de lui appliquer étourdissement pour un tour. Après avoir attaqué, elle inflige des dégâts de ricochet à tous les ennemis équivalent à 33% du total des dégâts qu'elle a infligés. Si les 3 premières séquences tuent la cible, le pourcentage de dégâts de ricochet sera augmenté à 100%. Non affecté par les dégâts ou la réduction de dégâts ne peut pas porter de coups critiques. Manquerait plus que ça porte des coups critiques. Manquerait plus que ça. Déjà que je suis obligé de reprendre mon souffle, je suis obligé de me poser un petit peu pour encaisser l'immensité de son skill. Alors elle, avec sa massue donuts et son petit gachapon, je l'aime beaucoup cette unité-là, en fait. The Gacha Life, elle a un gachapon portatif avec elle. J'aime beaucoup.
Alors, prenez un bonbon et restaurez l'énergie. Rilmoka inflige 280% de dégâts à tous les ennemis. Pour chaque tranche de 1% de PV que la cible a perdu, augmente les dégâts finaux de 0,6%. Après l'attaque, Rilmoka restaure 70% de ses PV. C'est une attaque en zone qui va suivre cette compétence, qui va mettre déjà quasiment tout le monde à 50% de PV. Ça veut dire qu'il y aura une forte augmentation d'attaque. En plus, elle va régénérer dessus. PVE, PVP, elle va être très très forte celle-ci. Si elle est bien couverte justement avec une petite immunité, qu'on puisse la CR push pour qu'elle puisse faire ce qu'elle fait, elle va arracher en PVP cette petite Rilmoka. Prenez un bonbon. Ok, c'est bon, on a déjà vu ça. Cette frappe pourrait avoir une réaction surprenante. Rilmoka inflige 240% de dégâts à un ennemi unique avec 40% de chance d'appliquer vitesse. Réduction pendant 2 tours. Cœur tendre. Réduit le temps de recharge de compétences de tous les animus de 1 tour. Après chaque élimination. Je crois que c'est un passif. Réduit le temps de recharge de compétences de tous les animus de 1 tour après chaque élimination. Je ne pense pas que ce soit les éliminations propres de Rilmoka. Si un autre allié fait une élimination, je pense qu'on va faire proc le cœur tendre. Elle, dans le PVP, elle va être vraiment très très forte. Même dans le PVE, hein. On va tuer une unité, on va réduire le temps de recharge des compétences. Même dans le PVE, ces dégâts-là, ces ratios sont vraiment insane. Comme DPS principal. Hein. Vous mettez ça 0 de vitesse, full damage. Avec les 2-3 unités qu'on a vues qui peuvent CR push à 100%. Elle va juste tout démonter celle-ci. C'est ouf. Alors, Lilith. Ah, Lilith. Alors, c'est la deuxième Loli. Lilith. Il me semblait que Lilith, c'était la maîtresse des succubes, non? Maître des marionnettes? Faut que je vérifie ça après sur YouTube. Il me semblait que c'était une maîtresse succube, Lilith. Bref, ce n'est pas le sujet. La poupée de Lilith révèle sa vraie forme et lance une attaque surprise infligeant des dégâts égaux à 15% des PV max à tous les ennemis. Il y a 100% de chance d'appliquer espièglerie gracieuse sur toutes les cibles qui explosent après 2 tours. Gagne immédiatement un tour supplémentaire. Ah, que j'aime ce genre de description. Explose lors de son retrait, infligeant des dégâts indirects égaux à 30% des PV max de Lilith. Il y a également 100% de chance d'infliger étourdissement pendant un tour. Mais quelle unité de ouf! Quelle est ta vitesse? 111, ça va, elle est pas dégueulasse. Ah bah, elle arrive, elle joue, elle va stun tout le monde directement. J'ai l'impression que c'est un petit peu comme une Ciceria, mais si vous connaissez Epic 7, Lilith lance des ballons explosifs infligeant des dégâts égaux à 20% de ses PV max à tous les ennemis. Il y a 100% de chance d'appliquer vitesse réduction à toutes les cibles pendant 2 tours et de faire exploser l'expièglerie gracieuse sur la cible principale, réduisant le compteur de tours de 100%. C'est-à-dire que s'il allait bientôt jouer, que son compteur de tours était à 90% et qu'il allait vraiment jouer juste après votre personnage, et ben en fait, compte, il va se retrouver à 0. La même compétence justement que le S3 de Fire Lidica sur Epic 7. Là, nous avons les bombes de Ciceria. Là, nous avons le S3 de Fire Lidica. Lilith commande des ballons pour frapper immédiatement, pour infligeant des dégâts égaux à 20% de ses PV max à une cible. Après l'attaque, il y a 20% de chance de gagner un tour supplémentaire.
Alors, combien de temps de recharge ici? 4 tours, 4 tours. Ok. S'ils ont mis ça, en fait, le temps, le 20% de chance de gagner un tour supplémentaire sur son S1, c'est parce qu'une fois qu'on va faire ça, on n'aura que des temps creux. Nous aurons que des temps creux où nous allons faire que des auto-attaques. Il existe un monde, hein. Les gars, il existe un monde où on peut faire proc plusieurs fois le 20% de chance. C'est-à-dire que lorsque nous sommes en temps creux ici, là il a 4 tours. Là il a 4 tours, c'est-à-dire que nous faisons lui. Ensuite nous faisons lui, c'est-à-dire que lui il est passé à 3 tours. Ensuite c'est un autre tour. C'est redescendu encore d'un tour, c'est passé à 2 tours. On fait une auto-attaque. On fait proc. Il reste un tour. On refait une auto-attaque. On refait proc. C'est encore à nous. On refait cette compétence. C'est encore à nous. Ça a rechargé. Non, non. Franchement, il y a un monde où cette personne peut vraiment faire des dingueries. Elle va nous sortir des dingueries. Il y a des gens, ils vont faire proc plusieurs fois le 20% et elle va carry des combats toute seule. En PVP, hein. En PVE aussi. La mécanique de stun est toujours très forte. PVE, PVP, je pense qu'elle est vraiment dans le top tier, celle-ci. En plus, elle a un scaling sur les PV max. Elle va être extrêmement chiante à tuer. Lilith, vraiment très bon kit. Ensuite, Benimaru. Non, Raoult tout court. Il a un petit masque de yokai. Une petite pipe à l'ancienne. Je les trouve vraiment stylés, ce genre de pipe à l'ancienne, comme ça. Faudrait que je regarde où est-ce que je pourrais m'en... Après, sur Internet, je pourrais m'en fournir une assez rapidement. Bref, 107 de vitesse. Autorité de la flamme. Recevoir sans donner est une impolitesse. Raoult applique d'abord défense supérieure pendant 2 tours à tous ses alliés, tout en gagnant 3 cumuls d'IR. Alors, IR, qu'est-ce que ça fait? Puis inflige des dégâts égaux à 360% de sa défense à tous les ennemis. Alors ça, c'est vraiment magnifique. Parce que avant d'infliger 300% de sa défense à tous les ennemis, il va augmenter sa propre défense de 60%. Alors, IR, ça veut dire colère. C'est un autre mot pour colère, si vous voulez. On utilisait plus ce mot quand on fait référence à des termes mythologiques ou quand on parle des dieux. Justement, c'est un synonyme pour parler de la colère des dieux. Chaque cumul augmente la défense de ce personnage de 4% jusqu'à un cumul de 12. Non mais c'est n'importe quoi. C'est-à-dire il a 48% gratuitement... Non, non, il est god tier. Je ne regarde même pas le reste de son sort. Franchement, ce personnage-là, c'est du n'importe quoi déjà. Il va être intuable. Il augmente sa def de 60% grâce au buff. De manière passive, il augmente sa def de 48%, mais c'est ouf. Il a 108% de def en plus. C'est-à-dire que si vous infligez 1000 à un ennemi, lui, vous allez lui infliger 500. Voilà. C'est clair et net. Bref. Après l'attaque d'un allié, ce personnage a 50% de chance d'assister la bataille, consommant un cumul d'IR. Transfère un debuff de l'allié qui assiste à la cible. À 4 cumuls, consomme... C'est un sacré roman. Hein. C'est un sacré roman. Sa compétence, c'est en fait son assist va varier selon le nombre de cumuls d'IR qu'il a.
Lorsqu'il atteint 8 cumuls pour chaque tranche de 4% de def que ce personnage a au-dessus de la cible, augmente les dégâts finaux infligés par l'attaque de base de 1% jusqu'à 30%. Je le trouve... Je n'ai regardé que son S3 pour le moment. Et je suis déjà sans voix. Je suis vraiment sans voix juste avec le S3. Augmentation de la def de tous les alliés avant d'attaquer basé sur la def en AOE. Cumul de def de manière passive jusqu'à 48%. 50% de chance d'assister une attaque d'un allié. Et selon le cumul en plus de dire, à la fin on peut infliger un nombre de dégâts mais qui est vraiment phénoménal. Je pense que il ressemble un petit peu à Chloro. Il ressemble un petit peu à Chloro. Alors, sa deuxième compétence, qui est un passif, Raoult présente un accueil à un invité au début de la bataille. Il gagne 3 cumuls d'IR directement. Pendant la bataille, si Raoult est capable d'agir pour toutes les 4 actions effectuées par d'autres animus alliés, il gagne 1 cumul de IR. De plus, si d'autres animus alliés n'utilisent pas de compétences d'attaque pendant leur tour, Raoult a 60% de chance de gagner 1 cumul de IR. C'est-à-dire si on fait une compétence non offensive. Ça va lui permettre de stacker le 12 très rapidement. Là, on va avoir quelques cumuls de IR avec le S3. 3. Et ensuite, on aura le reste de l'équipe qui va jouer. Et lors de la rotation des alliés, on va continuer à cumuler des stacks. De la fumée mystique s'élève, obscurcissant la vision, inflige des dégâts égaux à 320% de sa défense à un ennemi simple avec 60% de chance d'appliquer une réduction de défense. 60% de chance sur un S1 qu'il pourra faire proc très souvent vu qu'il va assister les ennemis. C'est vraiment très fort, Raoult. D'ailleurs, s'il s'appelle Rué, ils ont donné Rué comme revenant rusé. Ah non, j'ai cru que c'était marqué Rué. Très fort. Mais globalement, les personnages ont de très bons kits dans ce jeu. Après, c'est des personnages SSR. Il y en a, je pense, qui sont un petit peu en dessous que d'autres, ou qui sont faits pour d'autres contenus. Alors maintenant, il nous reste ces Lins ici. Après, il va nous rester les ML. Alors, c'est Lins. Pluie céleste. Je trouve que c'est un petit peu too much. Après, c'est juste mon point de vue. Au niveau de son skin, au niveau des effets, enfin, dire de l'artwork, je trouve que c'est ils en ont fait un petit peu trop au niveau des détails, des décorations. Je trouve que c'est un petit peu too much. Bref, oublie. Même un hippopotame peut se noyer dans un réservoir d'eau. Célins inflige 4 séquences de dégâts, 75 du 300% à tous les ennemis avec 30% de chance chacune d'appliquer attaque réduction et oubli. Ne peut pas déclencher d'effet passif. Ça, c'est parfait pour le PVP. Alors, derrière le rideau se cache le piège soigneusement tendu du chasseur. À la fin du tour, si Célins est capable d'agir, elle applique bouclier aquatique équivalent à 12% de ses PV max à tous les alliés. C'est-à-dire qu'elle n'est pas contrôlée. Dès qu'elle joue, elle va donner à toute l'équipe un shield équivalent à 12% de ses PV max. Une réunion sous la pluie est toujours une agréable surprise. Ah bon? Dans quel monde? Célins inflige 240% de dégâts à un ennemi simple avec 40% de chance d'appliquer aléatoirement deux debuffs suivants pendant un tour. Dot, silence, oubli. Subit des dégâts directs
Ah, je suis pas spécialement fan. Je suis pas spécialement fan, même si le oubli est pas mal pour le PVP, ça nous évite pas mal de problèmes. Ceux qui sont habitués à d'autres jeux comme Epic 7, on sait ce que font les capacités passives des personnages. Si on arrive à les bloquer, nous sommes tranquilles. Je trouve qu'elle est plus orientée PVP, clairement. Clairement celle-ci. Maintenant, nous allons regarder les ML. Machaya, nous avons déjà réglé ça. Doki Doki. Reconfigurer le code, restructurer le même. Doki Doki manipule les turbulations des données pour augmenter consécutivement le compteur de tours de 12% pour un animus allié 8 fois. Choisissant chaque allié une autre fois. Attendez. Choisissant chaque fois une autre unité alliée avec le plus bas compteur de tours. Ajoutant un cumul de flux de données à eux et 5 cumuls de sauvegarde à soi. Sauvegarde. Avant qu'un autre animus allié affecté par un debuff prenne action, consomme un cumul pour purifier 3 debuffs de l'allié et applique un cumul de flux de données. Sauvegarde est cumulable jusqu'à 6 cumuls et ne peut pas être dissipé. Ça, c'est pas mal pour dispel nos alliés. Ensuite, flux de données. Chaque cumul augmente les dégâts infligés de 2,5, la vitesse de 2,5, jusqu'à un maximum de 12 cumuls. C'est-à-dire que nous serons à 30% de dégâts infligés en plus et nous serons à 30 points de vitesse en plus. Juste par rapport aux 30 points de vitesse en plus, elle est extrêmement forte. Sa compétence saut temporelle aussi, c'est un petit peu du n'importe quoi. Ça fait qu'en fait, elle va pusher l'unité la plus basse, elle va l'augmenter, ainsi de suite 8 fois. Mais ça va pas être tout le temps ça va pas être la même unité, parce que disons que l'unité A était tout en bas. Lorsqu'elle est push par la compétence de saut temporel la première fois, peut-être qu'elle va dépasser une autre unité, et c'est cette unité qui va se retrouver en dessous, qui va se prendre le second push. Et elle va push globalement tout le monde comme ça vers le haut. Un petit peu comme une courbe graphique comme vous voyez des images à la bourse, comme ça, qui montent. Elle va faire un petit peu ça avec toute votre équipe. Le module de stockage en chaîne écrase les données existantes. Doki Doki réduit le temps de recharge de compétences de un animus allié de 1 tour 5 fois consécutivement, en ciblant à chaque fois l'allié avec le total le plus élevé de temps de recharge de compétences. À la même manière que celle-ci. Elle est vraiment broken, celle-ci. Elle est turbo broken. Contenu PVE, elle va permettre de faire des scorings de fou furieux. Vraiment, les gars, elle va faire des scorings de fou furieux parce que vos personnages vont pouvoir spammer les compétences. Juste parce qu'ils vont pouvoir spammer leurs compétences, vous allez faire énormément de dégâts. Sans parler de ça. Hein. Dégâts infligés, cumulables 12 fois, 30% de dégâts en plus gratuits, sans compter les buffs attaques, sans compter les autres passifs que d'autres personnages ont, comme la renarde, là, qui avait déjà 48% d'attaque en plus. On lui rajoute 30% de dégâts en plus. De manière passive, on lui rajoute une augmentation d'attaque. À l'adversaire, on réduit les dégâts. On réduit son armure. On augmente les dégâts qu'il subit. Les dégâts qu'elle va infliger vont être phénoménales. Vraiment, ils vont être phénoménales. Active le test de simulation de code. Doki Doki inflige 260% de dégâts à un ennemi simple et gagne un cumul de sauvegarde. Ok. Très très forte. Ce n'est pas une unité ML pour rien. Elle est turbo broken. D'ailleurs, elle ressemble un petit peu à une turbine, parce que ça en est une en fait. C'est une turbine, l'infini. Voilà, on voit l'infini ici. C'est l'infini ce personnage-là. Elle va nous montrer l'infini au cours des combats. Ça va être l'infini. Mais ça va être l'infini pour les ennemis. Ils vont vous voir en boucle cycler vos compétences. C'est comme si eux, en face, ils vont être en stase. Vous voyez la compétence de Goto Ryuji dans Jujutsu Kaisen? Bah voilà, elle c'est Goto Ryuji. Heinrich, le GOAT, le monstre. Vous pouvez voir du gameplay de Heinrich dans d'autres vidéos
qui date un petit peu sur la chaîne lorsqu'on avait accès à la alpha. Je l'avais, il fait des dégâts mais qui sont colossaux le mec. Enrich déclenche une salve de puissance de feu mortel accumulée dans le cercueil de pistolet infligeant 3 séquences de dégâts 100%, 300%. La dernière a 65% de chance d'appliquer blocage pendant 2 tours. Tous les 1 cumul de dernier mort sur la cible augmentent les dégâts crits de la compétence de 30%. Sort ses 2 pistolets et tire à l'aveugle, infligeant 180% de dégâts à un ennemi unique, puis 180% de dégâts à un ennemi aléatoire, et enfin 180% de dégâts à tous les ennemis. C'est-à-dire que s'il n'y a qu'une seule cible, cette cible unique va se prendre tous les dégâts. Les 180 de base, les 180 à un autre ennemi simple, et les 180 en AOE. Bien sûr, s'il y a plusieurs ennemis, il va se prendre la cible direct qu'on a target, va se prendre les 180 de dégâts de base, plus les 180 de dégâts d'AOE. En PVP, il est extrêmement fort. Il est vraiment très fort. Ensuite, Enrich tire une balle de son arme sur la cible, infligeant 240% de dégâts à un ennemi simple, avec 40% de chance d'appliquer blocage, ne peut être appliqué avec aucun buff. Putain, mais les gars, mais les descriptions, elles font mal, ça donne de la difficulté juste pour lire le kit en plus. Bref, regard du faucheur. Chaque fois que Enrich lance une attaque, a 50% de chance de dissiper un buff de la cible. Si la cible n'a pas de buff, a 80% d'appliquer un cumul de dernier mort. Dernier mort augmente les dégâts critiques subis et les chances de subir un coup critique de 7%. Jusqu'à 4 cumuls. 7 et 7, 14, 28. 28% de chances de coup critique gratuite. C'est-à-dire qu'on a 30% avec le buff. Là, on a 28% avec son debuff. Ça nous augmente globalement de 58%. C'est-à-dire que vos personnages ont 58% de chances de crit gratuitement. Avec Enrich et une unité. Celle qui est gratuite, elle donne le buff crit. Et on a vu d'autres personnages, un en particulier, qui donne aussi un autre buff crit à la team. Ça nous fait 58%. Vous n'aurez plus qu'à récupérer 42% de crit, mais je pense que les personnages de base ont un petit taux de crit, peut-être de 10 ou de 5 ou de quelque chose en tout cas, ce qui fait qu'on n'aura pas vraiment 48% de chance de crit à récupérer. Comme là, on peut voir, taux de crit, il a 10% de base. C'est-à-dire qu'on a 38% à récupérer sur le reste de l'équipement. 38%, c'est ridicule. C'est ridicule, ce qui fait qu'on aura juste à booster le reste des statistiques agressifs pour nos carries et de la tankiness pour nos autres personnages. Ils seront très très vite cap et crit. Si vous avez Enrich, juste vous posez un autre personnage qui puisse vous donner le buff crit, vous allez les enchaîner d'une manière vraiment incroyable. Justement en plus avec Acheron qui donne le buff dégâts crit. Parfait. Alors, Sania, épine vengeresse. Franchement, le personnage, je le trouve très stylé. Très stylé, je trouve que les cornes, c'était peut-être pas nécessaire. Mais bon. Esprit vengeresse de la forêt, je pense. Alors, Sania appelle Negativium, activant des malédictions sombres sur tous les ennemis, infligeant 240% de dégâts et règle immédiatement tous les dots. Subit des dégâts directs, règle égaux à 4% des PV max au début du tour. Sania envoie une graine vengeresse à toutes les cibles et les fait exploser, infligeant 200% de dégâts à tous les ennemis en prolongeant leur dot de 1 tour. Ok. Sania lance une vigne épineuse sur un ennemi simple, infligeant 230% de dégâts avec 50% de chance d'appliquer un cumul de dot. Ok. Pour le PVP, contre les formations tanky, toutes les formations qui sont stall, vous allez les ronger en fait. Avec ce personnage-là, avec Sania. Pour les boss, tout ce qui est contenu scoring aussi, elle va nous permettre de faire énormément de dégâts. Et je crois qu'elle
prolonge leur dot de un tour. Ça, c'est dommage, ça. J'aurais bien voulu que ça prolonge tous les effets négatifs. Imaginons qu'on avait une réduction d'armure sur un boss, ça va augmenter sa durée d'un tour aussi, ça aurait été vraiment pas mal, ça. Mais déjà, ça, sur les boss, ça va les détruire. Lily, je n'aime pas du tout son design. Alors là, on dirait un pigeon. Oh, je ne l'aime pas. Il n'y a rien qui va, on dirait un pigeon. On dirait des ailes ici. Des ailes, la plume en bas. Avec le truc qu'on remonte là. Sur son dos. La couleur, je déteste. Tricheur fantôme, elle va avoir un kit broken. Déjà, je vois juste le 117 de vitesse, ça me fait péter un câble. T'es à combien, toi? 105 112 117, je crois que c'est l'unité la plus rapide du jeu. Fait chier. Le spectacle commence. Lily coopère avec Monsieur Rabbit, enfin Monsieur Rabbit et Monsieur Pitou. Inflige 260% de dégâts à tous les ennemis avec 50% de chance de prolonger le temps de recharge de toutes les compétences de un tour, ce qui est extrêmement fort. Réinitialise immédiatement le temps de recharge de toutes les compétences pour les alliés affectés par jumeaux astuce. Bien sûr, ça ne peut pas s'appliquer à cette propre compétence. Franchement, il le précise parce qu'il y a des personnes qui auraient pu se plaindre de ça, parce que ce n'est pas précisé dans le descriptif, mais les gars, faut pas déconner non plus. Hein. Elle va pas refresh à chaque tour les compétences de tous les personnages. C'est n'importe quoi, c'est broken, c'est un bug en fait. Si elle pouvait faire ça à chaque tour, ça s'appellerait un bug du exploit abuse, enfin de l'abus d'exploit. Ce serait vraiment pas cohérent. Bref, ma femme arrive juste à la fin de la vidéo, tant mieux. Alors, Lily contrôle Rabi et Pitou, applique jumeau astucieux à l'allié ciblé. Parfait. Du coup, notre carry, on va pouvoir lui refresh ses cooldowns. C'est un allié qu'on va cibler, on va augmenter sa vitesse. Puis applique vitesse augmentée à tous les alliés pendant 2 tours. Si la cible est affectée par jumeau astucieux, elle applique à la place dégâts crit augmentés. Pas mal du tout. Coup au chapeau, Lily demande à Monsieur Lapin. Inflige 240% de dégâts avec 50% de chance d'augmenter son propre temps de recharge de compétences, ainsi que celui de l'allié avec le compteur de tour le plus bas, et les alliés avec jumeaux astucieux. Ce personnage-là, c'est vraiment n'importe quoi. On va revenir dessus juste une prochaine fois. Là, c'est juste que je vais arrêter vu que madame et mon fils sont de retour. La vidéo est assez longue, on a review tous les personnages SSR, les ML. On n'a pas review les SR, mais ce n'est pas grave. On se dit à très bientôt. Allez, ciao ciao les gars.